Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui porte sur la qualité des eaux. Voici les compétences exigibles. Vous aurez en travaux pratiques réalisé une analyse qualitative d'une eau. Vous devez savoir rechercher et exploiter des informations concernant la potabilité d'une eau, le traitement des eaux naturelles et enfin l'adoucissement d'une eau dure. L'eau est l'élément indispensable pour la survie sur la Terre. La problématique peut donc être posée comme suit. Comment conserver une eau de bonne qualité? Voyons dans un premier temps la notion d'eau de source, d'eau minérale et d'eau du robinet. Nous avons déjà souligné que l'eau est l'élément indispensable pour la survie sur la Terre. Elle est d'abord le constituant principal des végétaux et des animaux. Les êtres humains l'utilisent pour leurs besoins journaliers, mais surtout pour l'agriculture et aujourd'hui pour l'industrie. Or, on peut considérer que le volume de l'eau reste constant sur notre planète. Les quantités d'eau dues aux évaporations sont égales aux quantités d'eau dues aux précipitations. Ce volume est tel que, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème quantitatif pour la ressource en eau. Mais d'une part, comme le montre cette carte mondiale, la répartition de l'eau sur la Terre n'est pas uniforme, et d'autre part, les humains ne peuvent pas consommer n'importe quelle eau. Ils peuvent essentiellement utiliser pour leurs besoins journaliers de l'eau de source, de l'eau du robinet et de l'eau minérale. L'eau de source est une eau qui jaillit naturellement du sol et qui n'a subi ni traitement ni addition d'un quelconque produit. Il ne faudrait cependant pas croire que l'eau de source est de l'eau pure au sens chimique du terme. Une eau minérale est aussi une eau de source, mais qui doit posséder des caractéristiques chimiques constantes. L'eau du robinet, quant à elle, est une eau qui est généralement puisée dans un cours d'eau et qui subit un traitement qui va permettre de la rendre potable. Il faut noter que dans certains pays qui ne possèdent pas de cours d'eau, mais qui sont situés en bord de mer, on procède au dessalage de l'eau par distillation. C'est une opération très coûteuse en énergie et il semble peu réaliste d'envisager une généralisation de ce type de production. Voyons maintenant la composition chimique d'une eau de consommation. Toutes les eaux potables, et pas seulement les eaux minérales, renferment de nombreux ions. Certains sont utiles, voire indispensables, mais d'autres ions ne doivent exister qu'à de très faibles quantités. C'est le cas en particulier des ions nitrates qui peuvent entraîner deux principaux risques. La méthémoglobinémie, qui est appelée aussi cyanose du nourrisson, et la cancérogénèse, qui correspond simplement à la formation ou l'apparition d'un cancer. Pour cette raison, on a fixé la limite maximale de 250 mg par litre pour la teneur en nitrate de l'eau potable. Pour être potable, une eau doit posséder un certain nombre de propriétés physico-chimiques et bactériologiques. Ces paramètres peuvent évoluer suivant le lieu où l'on se trouve et avec le temps. Avant de boire une eau, il faut donc rechercher les critères de potabilité de l'endroit où l'on se trouve. Ces critères, ainsi que les analyses d'eau, sont consultables en préfecture et à la mairie de chaque commune. Voici un exemple de tableau fourni par une préfecture. On y trouve des paramètres organoleptiques, les paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux, ce qui correspond en fait à la température, pH et les différents ions présents. Les paramètres concernant les substances indésirables, par exemple nous avons cité tout à l'heure les nitrates, il y a également les nitrites et les ammoniums, mais d'autres également éléments indésirables. Des paramètres concernant aussi des substances dites toxiques, comme l'arsenic, les cyanures, que vous connaissez bien, le mercure, qui sont donc des éléments toxiques pour notre corps. Les paramètres microbiologiques, avec ici donc l'élaboration de certaines bactéries qui sont donc à éliminer de l'eau parce qu'elles sont dangereuses pour l'homme. Les pesticides et produits apparentés qui sont ici nommés insecticides, herbicides, fongicides, etc. Sur le schéma que je présente ici, on peut observer toutes les opérations qui permettent de transformer une eau naturelle en eau potable. Nous allons détailler les différentes opérations que subit cette eau naturelle. L'eau naturelle commence à passer à travers des grilles et des tamis pour éliminer les plus gros déchets qu'elle peut contenir. C'est la phase de dégrillage et tamisage. Elle subit ensuite un premier toilettage à l'ozone ou au chlore pour détruire les matières organiques et éliminer l'ammoniac. On ajoute ensuite à l'eau des réactifs coagulants et l'on brasse le mélange. Les matières solides qui se trouvaient encore dans l'eau vont s'agglomérer en flocs
et avec le temps, ces flocs vont se déposer au fond du bassin de décantation. L'eau qui sort du bassin de décantation n'est pas encore claire et il faut la filtrer sur un lit de sable fin qui élimine les particules qui n'étaient pas restées dans le bassin de décantation. Une fois filtrée, l'eau subit un deuxième toilettage à l'ozone ou au chlore pour détruire les germes nocifs qui avaient résisté aux opérations précédentes. Ensuite, l'eau subit une deuxième filtration, mais cette fois sur un lit de charbon actif qui non seulement permet de réduire la quantité des matières organiques résiduelles, mais aussi d'éliminer les goûts et les odeurs. Avant de passer dans le dernier bassin, d'où elle partira dans la canalisation d'eau potable, l'eau va encore subir deux opérations. On va procéder à sa mise en équilibre pour lui conférer un pH voisin de 7, et on va lui ajouter une petite quantité de chlore pour lui permettre de rester saine lors de son long acheminement vers les consommateurs. Voilà, le chapitre est maintenant terminé, vous pouvez me poser vos questions à la prochaine séance de cours. À bientôt.